Au soir du 16 avril 1889, une jeune chanteuse de music hall, Lily Harvey, de son vrai nom Hannah Chaplin, met au monde un garçon dans son minuscule 3 pièces au dernier étage d'un immeuble vétuste de Kennington Road. C'est son second enfant. Quand Charles Chaplin arrive enfin chez lui, il apprend la naissance de son fils sans grande joie, en marmonnant des propos incohérents. Pourtant, Charles n'est pas a priori un mauvais bougre. Il a même un certain talent et sa voix de baryton léger lui vaut un joli succès dans les cabarets londoniens. Il gagne bien sa vie et s'il rapportait à la maison l'essentiel de ses cachets, tout irait bien au sein de la famille Chaplin. Aux reproches amers de sa femme, il répond par des colères terribles qui terrifient le petit Charlie et son frère Sidney. Cette vie de cauchemar prend fin le jour où Hannah se résout à demander le divorce. Accompagnée de ses 2 fils, elle quitte le domicile conjugal pour s'installer dans un petit appartement qu'elle meuble avec goût grâce au modeste cachet qu'elle touche depuis qu'elle refait du music hall sous le pseudonyme de Lily Harvey. Le petit Charlie assiste ce soir-là au tour de chant de sa mère, lorsqu'au beau milieu d'une chanson, il la voit brusquement porter la main à sa gorge, la bouche tordue dans un affreux rictus, incapable d'émettre le moindre son. Le visage décomposé par la douleur et le chagrin, Hannah quitte la scène sous les huées des spectateurs qui réclament le remboursement de leur place. Devant ce tollé général, le directeur se rabat sur Charlie. Le petit garçon connaît par cœur le répertoire de sa mère pour l'avoir entendu maintes fois. Il n'a jamais chanté en public, mais peu importe. L'essentiel est que les gens en aient pour leur argent. Après quelques mots d'explication à l'assistance, l'enfant se retrouve seul en scène face à ceux qui, à peine 3 minutes plus tôt, ont mis un terme aussi cruel que définitif à la carrière de sa mère. De tout cela, Charlie ne s'en rend pas vraiment compte. Il est trop jeune et, quoique un peu intimidé, il est plutôt fier de se retrouver ainsi, dans l'éblouissement des lumières, devant un auditoire qui fait soudain silence pour l'écouter, entonner une chanson bien connue alors, Jack Jones. Since Jack Jones has come into a little bit of cash, I don't know where we are. Le public est enthousiasmé par ce gamin palichon aux mimiques irrésistibles. Et les pièces de monnaie commencent à tomber sur le plancher vermoulu de la scène. Aussitôt, Charlie cesse de chanter et annonce le plus sérieusement du monde qu'il va ramasser l'argent d'abord, après quoi il reprendra sa chanson là où il l'a interrompue. Cette réplique déclenche l'hilarité générale et un tonnerre d'applaudissements. Ce soir-là marque la première apparition de Charlie sur une scène et la dernière de sa mère. Hannah Chaplin ne retrouvera jamais sa voix. Lily Harvey disparaît pour toujours des affiches de music hall. Il décrit sa mère comme un personnage qui l'a beaucoup touché et qui l'a beaucoup impressionné aussi. Pierre Tchernia évoque les souvenirs de Charlie Chaplin. Il raconte que, quand il était enfant, dans le petit logement misérable où il habitait, sa mère se mettait à la fenêtre et mimait les gens qui passaient dans la rue. Elle avait, raconte-t-il, un don particulier pour imiter les gens, pour esquisser un personnage, pour caricaturer, et il a certainement pris des leçons formidables avec sa mère. Hors de la maison, il y a le spectacle de la rue qui fascine Charlie. Ce frère de notre Gavroche
reste des heures à déambuler parmi le flot des passants où il croise, pêle-mêle, tout le peuple miséreux des bas quartiers de Londres. En retard dans ses versements, Hannah s'est vue retirer sa machine à coudre. Sans travail, elle ne peut payer son loyer et les huissiers recommencent à monter l'escalier. Son ex-mari, Charles, ne payant plus la pension alimentaire des enfants, elle doit se résoudre à quitter la chambre mansardée d'Oakley Street pour l'asile des pauvres de Lambeth. À son arrivée, Hannah, qui se plaint depuis plusieurs mois de violentes migraines, est séparée de ses fils qui sont, quelques semaines plus tard, transférés à l'école de Hanwell, réservée aux orphelins et aux enfants abandonnés. Charlie, qui a 6 ans, est admis au pavillon des petits, tandis que son frère aîné, Sidney, intègre le pavillon des grands. Dès lors, les 2 garçons ne vont quasiment plus se voir, et cette époque restera pour eux l'une des plus cruelles de leur vie. Première brimade pour ces enfants dont le seul crime est d'être pauvres, on leur rase les cheveux. Cette mesure réglementaire bouleverse tant Charlie qu'avant chaque visite de sa mère, il se couvrira la tête d'un mouchoir pour ne pas lui faire honte. En cette année 1889, dans la cour de récréation d'une école communale de la banlieue londonienne, un écolier de 9 ans, timide et chétif, déchaîne l'hilarité de ses camarades en leur récitant un monologue écrit par sa mère. Il faut avouer que l'enfant est très drôle et même les instituteurs, d'ordinaire si sévères, ne peuvent retenir leur rire au spectacle du jeune garçon qui accompagne son récit de gags plus comiques les uns que les autres. À cette époque, Charlie vit de nouveau avec sa mère, récemment sortie de l'hôpital où elle était soignée pour troubles mentaux. Hannah va beaucoup mieux, elle est même guérie, au dire des médecins, et pour faire vivre ses 2 fils, elle coud inlassablement des corsages pour le compte d'exploiteurs sans scrupules qui lui versent tout juste de quoi subsister. Heureusement, Sidney, frère aîné de Charlie, vient d'être embauché comme télégraphiste et son modeste salaire contribue à améliorer quelque peu l'ordinaire. Charlie, quant à lui, fréquente l'école primaire du quartier, jusqu'au jour où un certain monsieur Jackson vient le voir dans la minuscule mansarde qu'il habite avec sa mère, aux 3 Ponal Terrace. Monsieur Jackson est un ancien instituteur récemment reconverti dans le théâtre. Il vient de fonder une troupe qu'il appelle fièrement les 8 gars du Lancashire. Or, l'un des 8 jeunes comédiens est indisponible pour quelque temps et il lui cherche un remplaçant. Ses collègues instituteurs de l'école du quartier lui ont parlé des talents du petit Charlie. Voilà pourquoi il vient demander l'autorisation à Hannah Chaplin d'engager son fils. On lui donne d'abord des leçons de claquettes et à 9 ans, il fait son premier numéro en solo sur les planches d'un cabaret londonien. Mais le spectacle des clowns l'attire. Ce que l'on a coutume d'appeler le burlesque vient essentiellement d'Angleterre. C'est de toute une tradition du musical anglais et des clowns anglais. Alain Garel, critique du cinéma burlesque. Contrairement aux clowns français, les clowns anglais sont extrêmement brutaux. Les baffes à travers la figure, les coups de pied au cul, les seaux d'eau balancés sur les gens, les chutes brutales du haut d'une échelle, les passages sous les voitures. Alors, au contraire, l'école française des clowns, elle a cherché à être plus, pas disons plus cérébrale, mais beaucoup plus subtile. Dire que les numéros des grands clowns français, bien qu'étant somme toute assez violents, étaient tout de même beaucoup, disons, moins brutaux que les clowns anglais. Décidément, l'acrobatie est trop dangereuse et il revient à des exercices moins périlleux en montant un numéro de jongleur comique dans lequel il excelle. Il s'est acheté 4 balles de caoutchouc et 4 assiettes et s'entraîne inlassablement jour après jour. Il a été à la fois un auteur,
un créateur, un inventeur et un acteur extraordinaire. Parce que regardez ses premiers films, il sait tout faire. Pierre Tchernia parle des multiples talents de Chaplin. Dans Charlot patine, vous le voyez en patin à roulettes faire des acrobaties absolument stupéfiantes. Vous avez, je crois, c'est Charlot Marin. Dans Charlot Marin, vous le voyez jongler avec un os de gigot, une pomme de terre et puis un troisième objet. Tous les amateurs de cirque vous diront que ce qu'il y a de plus difficile dans le jonglage, c'est de jongler avec des objets de forme et de poids différents. Il sait le faire. Il savait donc tout faire, tout exprimer avec son corps et avec son esprit. Il a inventé des choses inouïes et encore une fois universelles. Le jour de ses 20 ans, Charlie apprend par Fred Carnot une grande nouvelle. La troupe vient d'être engagée à Paris. Ce voyage en France est pour lui le plus beau cadeau d'anniversaire de sa vie. En effet, la famille Chaplin est originaire de France, et c'est pour lui une sorte de pèlerinage de retour aux sources. Et puis, il y a surtout Paris. Le Paris de la belle époque, avec ses élégantes parées comme des reines, avec ses terrasses de café aux couleurs d'absinthe, et puis ces grands boulevards où quelques rares automobiles cahotent entre les omnibus à Impérial et les fiacres chargés de demoiselles en fleurs. Sorti pour la première fois de son île britannique, le jeune homme croit débarquer dans le pays de la liberté, ô combien différent du cadre rigide et sévère de son Angleterre natale. Toute la journée, Charlie flâne dans les rues, émerveillé d'une telle débauche de beauté. Le soir, il retrouve la troupe Carnot sur les célèbres scènes des Folies Bergères ou de l'Olympia, deux music-halls de premier rang qui n'ouvrent leurs portes qu'à des numéros de renommée internationale. Il est arrivé à Paris en 1911. Notre ami Claude Dauphin se rappelait du spectacle Carnot à Paris. Et il y avait d'ailleurs également Stan Laurel de Laurel et Hardy qui était dans la troupe, et je les avais vus à l'Olympia. Petit garçon, enfin j'avais 10 ans, 11 ans, mais enfin j'avais très bien le souvenir d'avoir vu là à ce moment-là, il n'était pas du tout avec le chapeau melon et les grands panards, il jouait un petit garçon en costume militaire qui jetait des tartes à la crème sur la gueule des chanteurs sur une scène, enfin, très comique. À peine rentré en Angleterre, Charlie saute dans un nouveau bateau, à destination cette fois de l'Amérique. Il a tout juste le temps de faire sortir sa mère de l'asile pour l'installer dans une maison de repos plus agréable avant de s'embarquer pour New York. Accoudé au bastingage du transatlantique, Charlie regarde s'éloigner l'Angleterre et avec elle, ses années de malchance et de misère. Il est pourtant loin de se douter qu'il est, ce jour-là, en route vers la gloire. Février 1911. Le Cairn Ronald, un cargo chargé d'émigrés en provenance d'Angleterre, entre en rade de New York. Sous le regard bienveillant de la Statue de la Liberté, les 300 passagers descendent à quai et sont dirigés vers des bâtiments portuaires pour satisfaire aux formalités douanières. Ils sont reçus par un douanier américain aux allures de cow-boy qui leur demande de décliner leur identité afin de les inscrire sur le registre d'immigration. C'est ainsi qu'au hasard de la longue file d'attente, se présente devant lui un jeune homme, frêle, de petite taille, au visage extrêmement pâle sous des cheveux bouclés noirs. Nom? Prénom? Profession? Demande le cow-boy au petit homme efféminé qui répond en rougissant un peu. Chaplin? Charlie Spencer Chaplin, comédien. Bien que le cinéma n'en soit qu'à ses balbutiements, on renouvelle déjà les programmes plusieurs fois par semaine.
La majeure partie des films est produite par la compagnie Keston, dirigée par le jeune et talentueux Mack Sennett. Sennett est à la fois producteur, metteur en scène, scénariste et acteur. C'est lui qui, le premier, lance aux États-Unis les films Poursuite, Gendarme voleur, et il avoue avoir débuté en plagiant Max Linder. Il n'est pas seul dans ce cas, puisque même Chaplin s'inspirera plus tard de ce prestigieux acteur qu'il appellera respectueusement le professeur. Mack Sennett fréquente régulièrement les music-halls new-yorkais, et c'est ainsi qu'un soir, il remarque un jeune comédien dont le numéro de pantomime le fait rire aux larmes. Dès l'entracte, il se précipite dans la loge du jeune homme pour lui proposer un contrat. À son grand étonnement, Charlie Chaplin refuse et Mack Sennett repart déçu. Un an plus tard, il reçoit par télégramme une nouvelle proposition de Mack Sennett qui lui offre cette fois $150 par semaine, chiffre énorme à l'époque, pour un engagement d'1 an. Charlie hésite encore quelque temps et puis finit par accepter de tenter l'expérience. Quand Chaplin a commencé en 1915-1916, ces petits films au départ de Mack Sennett, Maurice Bessy, qui a connu Charlie Chaplin à Hollywood. La grande facilité qu'il a eue, mais c'est à sa demande, c'est qu'il est le premier acteur comique américain, des slapsticks américains, il est le premier qui est obtenu de faire lui-même son montage. Et Chaplin est un extraordinaire monteur, et l'on s'en aperçoit quand on voit les premiers films de Chaplin, ils sont infiniment mieux montés que ceux d'Harold Lloyd, de Picraft, de tous les comiques de l'époque. Et cet apport technique qu'a fait Chaplin à ses débuts l'ont beaucoup avantagé. Un matin que Charlie arrive au studio Keston, il aperçoit Mack Sennett qui mordit son énorme cigare en contemplant un décor d'hôtel dont, visiblement, il aimerait se servir. Après une longue réflexion, Sennett finit par se tourner vers Charlie. « Il nous faut quelques gags ici, dit-il. Allez, va te faire un maquillage comique, n'importe quoi. » Charlie ne se le fait pas répéter 2 fois. Déjà, il se précipite vers les vestiaires où sont entassés les costumes. À vrai dire, il n'a aucune idée du personnage qu'il va jouer. Et c'est un peu par hasard qu'il enfile un pantalon trop large, un habit trop étroit, de grandes chaussures et agrémente le tout d'un chapeau melon et d'une canne qui traînait par terre. La ville entière cesse le trafic quand ce petit homme démocratique, sans s'occuper de la cohue, marche en plein milieu de la rue. Il n'entend pas hurler le Watman, les coups de sifflet du policeman, et sous les roues d'une Packard ramasse un vieux bout de cigare. C'est Charlie, c'est Charlot, avec son petit chapeau, qui fait tourner sa badine sous la pluie qui dégouline. C'est Charlie, c'est Charlot, aux godasses qui prennent l'eau dans le pantalon d'ébine et qui fait rire les marmots. Va petit bonhomme, y a des millions de braves gens qui se retrouvent en toi quand tu parais sur l'écran. À l'usine ou bien alors au bureau, le gars qui fait le rigolo pour oublier sa débine, c'est Charlie, oui c'est Charlot, c'est Charlie, oui c'est Charlot. Charlot, chanté par Henri Salvador. Dès sa sortie sur les écrans américains, le premier Charlot fait un énorme succès. D'ordinaire, quand on lance un nouveau film sur le marché, on en tire 20 ou 30 copies. Mais dès le 4e court-métrage tourné par Chaplin, la demande est telle qu'on doit tirer jusqu'à 45 copies par film. C'est une révolution dans le cinéma du burlesque, d'autant que Charlie délaisse bientôt le monde des pitreries gratuites, des folles poursuites et des coups de bâton pour imposer un comique beaucoup plus subtil, empreinte d'une certaine tendresse et d'un humour souvent grinçant. Quand à l'aube de 1914, Charlie Chaplin débarque à New York, il est pauvre et totalement inconnu. Fin 1918,
le monde entier connaît Charlot et Charlie se voit offrir un pont d'or par la First National. C'est son frère Sidney, arrivé récemment en Amérique, qui discute, comme à l'accoutumée, les modalités du contrat. Celui-ci se monte à la coquette somme d'1 750 000 $ pour la réalisation de 8 films. Une fortune à l'époque et le plus gros contrat jamais signé dans l'histoire du cinéma hollywoodien. À moins de 30 ans, Charlie Chaplin entre dans la légende. Il est très cabot, il faut bien le dire, comme la plupart des acteurs. Alors, il est content qu'on parle de lui. Claude Dauphin nous parlait de Chaplin et de l'argent. Et puis, il a une passion pour l'argent aussi qui est tout à fait raisonnable, parce qu'il a eu une enfance très malheureuse et que, à partir du jour où il a vu son nom en lettres de feu sur les marquises de cinéma et qu'il a gagné des milliards, il était très content. Il en parle beaucoup, il aime bien ça. D'ailleurs, dans ses mémoires, tant qu'il parle de sa jeunesse, de son enfance, ses mémoires sont très très touchants et très émouvants et très amusants. Puis alors, dès qu'il commence à avoir du succès, ça devient insommant, parce qu'il parle que de son pognon. On dirait qu'il est vraiment obsédé par le fait de gagner autant d'argent. Avec cet argent, Chaplin fait construire ses propres studios, à Sunset Boulevard. Le jour de l'inauguration, fou de joie, il marche, chaussé de ses fameux souliers, sur le ciment frais d'une allée, y imprimant à jamais sa célèbre empreinte. Jusqu'alors, Charlie avait toujours vécu seul dans un hôtel de Los Angeles. Mais cette solitude finit par lui peser. L'arrivée de son frère est pour lui un cadeau du ciel. Sidney lui fait construire une splendide villa à Beverly Hills, avec parc à l'anglaise, tennis et piscine. Puis il lui achète le dernier modèle de chez Cadillac, engage un chauffeur japonais, un agent de presse américain et un secrétaire particulier pour répondre aux nombreux courriers qui s'entassent sur le bureau de Charlie. Des flots de louanges arrivent en effet quotidiennement du monde entier. Parmi cette innombrable correspondance, on note beaucoup de demandes de secours qui ne feront que se multiplier au fil des ans et auxquelles Charlie Chaplin répondra toujours. Il n'a pas oublié la misère de son enfance et quand il peut venir en aide aux pauvres, il n'hésite jamais à le faire. Par contre, dans son travail, il a la solide réputation d'être quelque peu avare et les coûts de ses productions sont parmi les plus bas du marché. Il travaillait avec de très petits moyens. La visite de son atelier de décor était une chose absolument extraordinaire, incompréhensible. Maurice Bessy qui a connu les studios de Chaplin à Hollywood. Je me souviens, par exemple, il y a une scène dans Monsieur Verdoux qui se passe dans une carlingue d'avion. C'était un morceau de contreplaqué. Vraiment, c'était toujours fait avec des moyens très modestes. Dans son studio, il avait un carrefour, 2 rues qui se croisent, et c'est toujours le même décor que l'on retrouve toujours dans ses films. Mais enfin, le talent et le génie étant là, on oublie tout ce qui est formel. Mais c'était toujours fait avec des moyens les plus restreints. Le studio lui-même était également dans un état de médiocrité, presque de pauvreté. Les poubelles qui étaient à l'extérieur étaient des poubelles qui avaient 50 ans, c'était les plus vieilles d'Hollywood. Le chien qui gardait l'entrée également était un pauvre chien qui datait de je ne sais plus, probablement d'une vie de chien. Tout était fait avec les moyens les plus limités. Sa loge était une loge comme peut-être aucun comédien de second rang ne voudrait aujourd'hui. C'est même assez stupéfiant de voir qu'il a tourné des films importants avec des moyens de fortune aussi limités. La célébrité grandissante de Chaplin lui vaut d'être invité à toutes sortes de soirées mondaines où se côtoie le tout Hollywood. C'est au cours de l'une de ces soirées qu'il rencontre Edna Purviance, une jeune comédienne dont il tombe immédiatement amoureux. Ils tourneront ensemble 20 films dans lesquels Edna Purviance incarnera la légendaire fiancée de Charlot. Mais la célébrité n'est pas toujours facile à assumer. Charlie commence à recevoir des lettres d'injures. L'Amérique lui reproche de continuer à faire des gags quand le monde entier chancelle. Ils s'intéressaient beaucoup à l'événement, à la politique. Un ami de Chaplin, l'écrivain Vladimir Posner. Par exemple, lui qui n'allait pratiquement jamais voir les films. Il allait une fois par semaine et il y avait une salle où on ne donnait que les actualités. Il y allait toutes les semaines, il allait voir toutes les actualités. Ça l'intéressait. Ce que la rumeur publique ignore, c'est que Charlie a bel et bien répondu présent à l'avis de mobilisation générale. Mais les services de recrutement l'ont jugé trop petit, trop chétif et déclaré inapte à porter les armes. Pour couper court aux critiques dont il est l'objet, Chaplin accepte de participer à des tournées de propagande à travers les États-Unis pour lancer le nouvel emprunt
destiné à soutenir les troupes alliées engagées dans la Première Guerre mondiale. Parallèlement, Charlie tourne un nouveau film, véritable réquisitoire contre la guerre, Charlot Soldat. Pour la première fois depuis qu'il est célèbre, Charlie Chaplin rend visite au vieux continent. À Paris comme à Londres, la police est submergée et ne peut contenir les milliers d'admirateurs qui veulent tous voir de près l'illustre Charlot. Parti sans un sou de son Angleterre natale, 8 ans auparavant, Chaplin y revient en 1922, couvert de gloire et de richesse. Il a 33 ans. En fait, sa visite a un but bien précis. Il est venu présenter son nouveau film, Le Kid, ce gosse dont l'existence misérable n'est pas sans rappeler celle que connut Charlie quand il n'était encore qu'un gamin des rues, abandonné à lui-même. Charlie Chaplin est aussi venu voir sa mère. Voilà des années qu'il se bat aux États-Unis pour obtenir l'autorisation de la ramener. Mais les autorités d'immigration lui refusent systématiquement le visa d'entrée. On ne veut pas d'une faible d'esprit en Amérique, fût-elle la mère du grand Charlot, celui-là même dont les films rapportent au gouvernement américain des centaines de millions de dollars. Il faudra encore à Chaplin des mois et des mois de démarche, de lutte et de ténacité pour parvenir enfin à réaliser son rêve d'enfance en installant sa mère dans la splendide villa qu'il s'est fait récemment construire à Beverly Hills. Chez lui, c'était une très grande maison et avec un énorme terrain, un gazon, un vaste gazon vert. Si vous avez connu l'Angleterre, si vous êtes allé, c'était, je suppose, l'unique gazon vert de Hollywood. Vladimir Posner, voisin et ami de Chaplin à Hollywood. Une fois qu'on entrait chez lui, derrière le grand mur qui entourait son domaine, on ne voyait plus la ville, on ne voyait plus de maisons. On était vraiment à la campagne, et la campagne n'était pas Hollywood, n'était pas la Californie. C'était peut-être l'Angleterre, c'était son domaine à lui. Et là, il y avait ses amis qui venaient le voir, qui étaient invités ou qui avaient à voir avec lui. L'immense succès de La Ruée vers l'or va coïncider pour Chaplin avec une période sentimentale extrêmement pénible. Quelques années auparavant, il s'est marié avec une jeune fille de 18 ans, Lita Grey, dont il a eu 2 enfants. Mais rapidement, l'amour fait place à la mésentente et Chaplin demande le divorce le 1er décembre 1926. Une certaine presse à scandale attendait depuis longtemps l'occasion de s'attaquer à la vie privée de Chaplin, jusqu'alors irréprochable. Cette occasion, Lita Grey va la fournir à ses journaux véreux, en déclarant en plein tribunal que Charlie Chaplin l'a brutalisé. Les protestations d'innocence du pauvre Chaplin ne font qu'envenimer les choses et les événements tournent au drame. Sa villa et ses studios sont mis sous séquestre et Chaplin, en proie à une grave dépression nerveuse, doit se réfugier à New York chez un ami médecin. Une partie de l'opinion américaine réclame l'expulsion pure et simple de Charlie et l'interdiction de ses films. Autorisé enfin à reprendre le chemin de ses studios, Charlie Chaplin se remet immédiatement au travail. Pendant 3 ans, il dépense une énergie considérable pour mener à bien la réalisation de son nouveau film, Les Lumières de la ville. Il en est aux premières semaines de tournage quand une bombe éclate dans le petit monde du cinéma.
Hollywood vient de lancer sur le marché le premier film parlant de l'histoire. L'avènement du cinéma parlant est une catastrophe pour Chaplin, qui, lui, tourne les lumières de la ville en muet. Pour Charlie, Charlot est avant tout une abstraction comique, entièrement basée sur la pantomime, et lui donner une voix détruirait irrémédiablement le côté irréel du personnage. Charlie Chaplin, qui a investi toute sa fortune dans la production des Lumières de la ville, part de nouveau en tournée à travers l'Europe pour promouvoir lui-même son film. De ville en ville, on assiste à de véritables émeutes, des foules innombrables attendent pendant des heures sous la pluie pour voir passer Charlot. Tout le monde veut lui parler, homme d'État et artiste compris. J'avais un voisin ici, hélas, on n'en a plus, mais il y a 2 pas d'ici, habitait Picasso. L'écrivain Vladimir Posner a assisté à la rencontre de Chaplin et Picasso. Un jour, un après-midi, Picasso me dit « Écoute, je sais que tu connais Charlot, il vient d'arriver à Paris, arrange-moi un rendez-vous avec lui. » Eh bien, j'ai dit oui, enfin, je vais lui téléphoner. C'était le grand problème de ne pas aller au restaurant. Parce que, vous vous imaginez un restaurant, on voit assis côte à côte Picasso et Chaplin. Et finalement, alors Chaplin a dit, le plus simple, c'est que vous veniez tous chez moi à l'hôtel, il habitait au Ritz. Ça se passait d'une drôle de façon, parce que Picasso, il ne parlait pas anglais. Et Chaplin ne parlait qu'anglais. Donc, ils n'avaient pas de langue commune. Et Picasso et Chaplin s'observaient. C'est, mettons, comme si Picasso disait « Je dois faire son portrait, alors je vais bien voir de quoi il a l'air. » Et que Chaplin se disait « Ben voilà, c'est un rôle que je vais jouer, alors je vais bien voir. » Quelque temps après son retour d'Europe, Charlie Chaplin rencontre celle qui deviendra sa 3e épouse, Paulette Goddard. Il a 47 ans, elle 22, et immédiatement la presse à scandale, qui n'avait plus parlé de Chaplin depuis 3 ans, se saisit de l'événement. Charlie est présenté au lecteur comme un vieux satyre affamé de jeune chair. L'homme qui à ce moment règne en maître sur ce genre de presse s'appelle Randolph Hearst. Ce triste personnage rêve aussi d'expulser d'Amérique tous les étrangers et en particulier ce Charlie Chaplin qu'il aimerait bien inscrire à son sinistre tableau de chasse. L'occasion lui en est donnée par Chaplin en personne qui sort en 1936 un nouveau film muet, Les Temps modernes, dans lequel il a Paulette Goddard pour partenaire. Titine, la célèbre musique des temps modernes. À sa sortie, le film déchaîne les foudres de la presse réactionnaire qui accuse Chaplin d'être un défenseur du communisme et l'entraîne dans un mauvais procès. Chaplin, je l'ai rencontré après la réalisation des Temps modernes à Hollywood. Maurice Bessy évoque Charlie Chaplin à ce moment-là. Il était très déçu, il était déjà très attaqué à l'époque, considéré comme gauchiste. Et il a fait quelque chose qui, évidemment, m'a beaucoup touché comme admirateur de Chaplin. Il m'a donné sa canne, la canne qu'il avait utilisée dans les Temps modernes, et il m'a dit « Prenez-la, puisque Charlot est mort ».
Les temps modernes reçoivent un accueil triomphal à Londres, Moscou et Paris, mais en Allemagne, un certain chancelier Hitler fait interdire le film. Depuis quelques mois, le nazisme a pris des proportions inquiétantes en Europe. Cette escalade de violence inquiète Charlie Chaplin, qui décide alors de faire un film réquisitoire contre le fascisme. Il commence à travailler au scénario en 1938, mais le film subira de nombreuses transformations avant de revêtir sa forme définitive. Dès le début du tournage, Chaplin reçoit la visite de différentes personnalités qui tentent de le dissuader de faire ce film, et l'ambassadeur hitlérien à Washington menace les producteurs américains de boycott total de leur film en Allemagne si Chaplin ose attaquer le nazisme. Alors, les maîtres d'Hollywood, qui ne veulent pas perdre le marché allemand, exercent sur Charlie Chaplin des pressions de toutes sortes, imitées d'ailleurs par le parti nazi américain, qui menace de mettre à mort celui qu'ils appellent ouvertement le sale petit juif. Ce sera le premier Charlot réellement sonorisé. Il sort le 15 octobre 1940 à New York sous le titre Le Dictateur. Der Staat geworden. Der kostbarste Besitz auf dieser Welt aber. Après avoir entendu cet extrait de discours d'Hitler, voici maintenant le discours du dictateur joué par Chaplin. L'imitation est surprenante. Und für dieses Volk in der Blitzensektor ist kleiner Straff. Und dieses Volk wollen wir ringen und wollen wir kämpfen mit der Le discours de Henkel, le grand dictateur, n'est pas rédigé en allemand. C'est uniquement une suite de sons et d'accents toniques qui reproduisent la mélodie de la langue. Le film est un immense succès et la scène où le dictateur jongle avec une map monde s'inscrit à jamais dans la mémoire publique. La musique du dictateur, composée en partie, elle aussi, par Chaplin. Ce film marque la fin du duo Charlie Chaplin-Paulette Goddard, qui divorce en juillet 1942. Commence alors pour Chaplin une longue période de célibat, durant laquelle ses nombreuses conquêtes féminines lui vaudront une solide réputation de séducteur. Nous étions, Madeleine et moi, invités à une de ces fameuses grandes soirées. Michel Morgan se souvient d'une certaine invitation à Hollywood avec son amie Madeleine Lebeau. Nous arrivons donc dans cette maison et je dis à Madeleine, mais c'est curieux quand même, il n'y a personne, il n'y a pas de voiture. Nous sommes peut-être les premières. Alors, on arrive, on nous fait entrer, maître d'hôtel, des lumières très douces, de la musique douce. Tout ça m'avait semblé un petit peu curieux. Le maître de maison s'avance, nous dit bonsoir et je lui dis, mais nous sommes les premières, il n'y a personne. Oui, vous êtes les premières. Et j'aperçois un monsieur pas très grand, avec de très beaux cheveux gris. Je m'aperçois que c'est Charlie Chaplin qui entre avec un de ses amis. Et je regarde Madeleine et tout à coup, on se rend compte que bien, cette soirée, il n'y avait que nous. Ce garçon nous avait un petit peu amenés pour que nous rencontrions ces deux messieurs qui étaient extrêmement séduisants, mais qui avaient près de la cinquantaine. Et
Charlie Chaplin s'est rendu compte que tout ça était très gentil et enfin de bonne aloi et nous étions deux filles qui avions de bonnes manières et qui n'étions pas des filles qu'on embarque tout de même comme ça. Il a changé totalement, il nous a fait beaucoup rire, il a fait des numéros. J'ai passé une soirée excellente à beaucoup rire et puis tout ça s'est terminé le plus respectablement du monde. Dans Monsieur Verdoux, Chaplin a délaissé le célèbre costume de Charlot. Il campe dans ce film un vieux monsieur à l'allure respectable qui, sous des dehors paisibles, cache une âme de séducteur criminel, n'ayant rien à envier au terrible Landru. C'est son vieil ami Orson Welles qui a soufflé à Chaplin l'idée de réaliser un tel film pour répondre aux nombreuses critiques dont l'assaille la presse américaine. Mais entre cette idée originale et le montage définitif, il s'écoulera 5 ans de travail intense. Quand vous arriviez au studio, il y avait ceux qui sont dans toute équipe de cinéma. Vladimir Potzner raconte le tournage de Monsieur Verdoux. Seulement que lui, en plus de jouer le rôle de Monsieur Verdoux, il était aussi le metteur en scène de ce film. Mais aussi, il regardait tout. Et c'était aussi le son qu'il écoutait. C'est lui aussi qui, n'oubliez pas, écrivait la musique de ces films. C'est-à-dire que de tous les côtés, il s'occupait de ce film. Il le vivait de tous les côtés. Et il commençait bien avant, puisque c'est lui qui l'écrivait. Et quand il écrivait, il l'essayait sur les gens. Il était très attentif. Dès sa sortie, le film est vivement critiqué par la presse réactionnaire et pour la première fois, Chaplin essuie un retentissant échec professionnel aux États-Unis. Le grand public n'aura d'ailleurs pas la possibilité de juger Monsieur Verdoux, car de puissantes organisations qui se targuent de défendre la bonne morale américaine parviennent à faire suspendre l'exploitation du film. Financièrement, c'est une catastrophe pour Chaplin, qui, en proie aux incessantes attaques de ses compatriotes, traverse une période difficile qui ne fait que l'enfermer un peu plus dans son éternelle solitude. Non, il vaut mieux ne pas parler de l'homme dans sa vie parce que Chaplin était un personnage égocentrique. Maurice Bessy, qui a connu Chaplin à Hollywood. C'était un misanthrope, c'était un homme distant. Au début de sa vie, il a eu 2 grands amis qui ont été Douglas Fairbanks et Mary Pickford. Et après la mort de Douglas, après la retraite de Mary Pickford, il est resté très seul. Il a commencé à avoir une réelle vie familiale grâce à son mariage avec Una O'Neill. Una, fille du prix Nobel de littérature Eugène O'Neill, est la femme que Charlie Chaplin attendait depuis toujours. Elle a 18 ans, lui 56, et leur mariage ne fait qu'attiser la haine dont Chaplin est déjà l'objet. D'autant qu'à cette époque, un violent courant réactionnaire enflamme l'Amérique. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas très bien compris en Europe, surtout quand on parle de cette époque, le macartisme et la liste noire. Le metteur en scène Jules Dassin qui a souffert lui aussi du macartisme. On parle comme si c'était seulement un sujet de Hollywood. Le macartisme, ça a commencé en 1944. Il y a des forces en Amérique qui avaient très peur de l'alliance russe-américaine. Mais au fur et à mesure que le macartisme montait, c'est devenu une rage, une maladie. La liste noire était jamais officielle. Jusqu'à aujourd'hui, la seule chose que je peux vous dire qu'ils ont fait officiellement, on nous a privés du passeport. Autrement, il n'y avait aucun acte que moi je connais qui était officiel.
vous avez reconnu Deux petits chaussons, la célèbre musique de Lamplight, sortie en France sous le titre Les Feux de la Rampe. La grande difficulté de ce film, qui a réclamé 18 mois de préparatifs, réside dans un ballet de 12 minutes réglé par Chaplin en personne. La distribution s'auréole du prestigieux Buster Keaton qui donne la réplique à une très jeune débutante, Geraldine Chaplin. Pour récompenser sa petite fille d'avoir participé au succès de Lamplight, Papa Chaplin l'emmène avec lui présenter son film en Europe. N'ayant toujours pas la nationalité américaine, Charlie Chaplin doit demander un permis spécial chaque fois qu'il part à l'étranger, permis sans lequel il ne pourrait plus entrer aux États-Unis au retour. D'ordinaire, cette formalité est rapidement réglée, mais cette fois, les autorités font des difficultés. L'attente est longue, Chaplin est interrogé à plusieurs reprises avant d'obtenir enfin le précieux certificat. La famille Chaplin s'embarque donc sur le Queen Elizabeth à destination de l'Europe. Mais dès que le paquebot sort des eaux territoriales américaines, un télégramme officiel apprend à Charlie Chaplin que les services d'immigration viennent d'annuler le permis de rentrée si difficilement accordé. Beaucoup d'Américains protestent contre cette mesure jugée arbitraire et injuste, mais la sentence est définitive et Chaplin est désormais interdit de séjour dans son pays d'adoption. L'Europe l'accueille comme un chef d'État. Reçu par la reine d'Angleterre, fait officier de la Légion d'honneur par le président Vincent Auriol, décoré également en Italie, Charlie Chaplin reçoit partout des preuves de son immense popularité. On organise pour lui des réceptions brillantes, des fêtes, des spectacles. Tous les comédiens de Paris recevaient Chaplin. Ça se passait au Théâtre des Ambassadeurs. Marie Dems raconte l'hommage à Chaplin rendu par les acteurs français. Et on n'a jamais su s'il avait fait exprès ou pas, mais c'était très amusant et bouleversant à la fois. Il s'est avancé pour dire quelque chose et il est tombé dans le trou du souffleur. On ne peut y laisser qu'une jambe dans le trou du souffleur. Lui a complètement disparu. C'était un pantin, cet homme extraordinaire, la souplesse. C'était déjà plus un gamin. Et tout le monde affolé en disant, mon Dieu, est-ce qu'il a mal? Il s'est relevé un peu rouge, mais très souriant, ravi. Il n'avait pas l'ombre de blessure ni rien. Son tour d'Europe terminé, Charlie Chaplin se met en quête d'un toit pour loger sa famille qui vient de s'agrandir d'un nouvel enfant, Eugène. Après avoir longtemps songé à s'établir en Angleterre, Chaplin se décide finalement à acheter le manoir de Ban, immense propriété dont le parc magnifique surplombe le lac Léman. De tout temps, Charlie Chaplin a rêvé de cette vie de famille qu'il mène en Suisse, et maintenant qu'il est grand-père, il organise à chaque réveillon de Noël une grande fête qui réunit ses 8 enfants et ses nombreux petits-enfants. Mais, en ce 24 décembre 1977, Charlie Chaplin est au plus mal. C'est l'agent de police de la petite commune qui me connaît, qui me fixe les heures d'arrivée du Père Noël. Le Père Noël est Chaplin. Il me téléphone, puis il me dit, vous savez que Monsieur Chaplin est à son extrémité. Alors j'ai dit, bon, bah alors écoutez, c'est entendu, je ne monte pas. Alors il m'a dit, non, Monsieur Chaplin tient à ce que la fête soit faite tout à fait comme d'habitude, que rien ne soit changé. Et puis on a ouvert toutes les portes, il a voulu entendre les chants. C'est au cours de cette nuit de Noël que Lord Charles Spencer Chaplin s'éteint à l'âge de 88 ans. Un ultime coup de baguette magique achève en apothéose ce conte de fées commencé dans la misère un matin d'avril 1889. Reste au monde le merveilleux Charlot, éternel vagabond de l'écran, immortalisé à jamais par la magie du cinéma. Mesdames et messieurs, Charlie Chaplin vous parle et a l'honneur de vous saluer.
Voici Hollywood, en 1915. Dans cette Californie, où le soleil peignait les plantations d'orangers et citronniers, avant qu'elle reçût la visite de 3 cavaliers de l'Apocalypse, le pétrole, le cinéma et la construction aéronautique. Ces 3 cavaliers qui piétinaient à l'assaut, arrachant orangers et citronniers et le remplaçant par des usines et des studios. J'étais l'un des coupables. J'avais hâte de voir en studio. Aux États-Unis, tout le monde est pressé. Et comme par magie, je l'obtins. Et à présent, je me retire derrière mon rideau de silence. Bye bye. Vous venez d'écouter Destins extraordinaires, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Raphaël Mariat. Patrimoine sonore Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Destins extraordinaires est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.